Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 6 décembre, il est l'heure de l'info. Elle faisait partie de l'engagement pris en 2022 par le président de la République. La brigade de gendarmerie provisoire d'Urville-Bienville a été inaugurée ce matin. Parler du handicap sans tabou, c'était le but des portes ouvertes de la maison départementale des personnes handicapées de la Meuse. Nos journalistes étaient sur place. La ville de Chaumont termine sa campagne de plantation d'arbres. Cette année, 70 végétaux ont été installés. On fait le point dans cette édition. Et nous parlerons de patrimoine et de photographie à la fin de ce journal avec notre invité, Pascal Bourguignon. Lui, depuis son enfance, il immortalise le lac du Der. Mais avant de commencer, point politique. Nous vous en parlions ce jeudi. Une motion de censure a été adoptée il y a 2 jours contre Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Elle permet de renverser le gouvernement par le vote. Elle est intervenue dans le cadre de l'adoption de la loi sur le budget de la sécurité sociale, forcée par un 49-3. Le Premier ministre a donc quitté ses fonctions. Au total, 331 députés ont voté en faveur de cette motion. Pourtant, dans la Marne, Charles de Courson, député Lyotte, lui, n'a pas voté pour celle-ci. Il explique son choix au micro de Léo Martin. Moi, je n'avais aucun doute sur l'issue de ce vote. Simplement, il traduit la coalition de différents mouvements qui n'ont rien en commun. Est-ce que c'est le moment de voter une motion de censure alors que tout va mal en France? Le paradoxe de cette motion de censure, c'est qu'elle a redonné la main au président de la République, qui doit renommer, puisque c'est un pouvoir qu'il tient de notre Constitution, un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Si on continue comme cela et qu'on montre notre incapacité à voter un budget, quel qu'il soit, et une loi de financement de la sécurité sociale, je crains fort que l'opinion publique rejette la démocratie parlementaire. On est dans un chaos politique et que si on veut sortir de ce chaos politique, il faut que tous les groupes républicains qui vont du parti anciennement les Républicains jusqu'au Parti socialiste se mettent autour d'une table. Les aciéries Hachette et Drioux, acteurs historiques de la métallurgie à Saint-Dizier, ont été placés en redressement judiciaire ce mardi 3 décembre par le tribunal de commerce de Dijon. Cette mesure concerne les 280 salariés de l'entreprise, propriété du groupe SIF, basé à Bussy, en Haute-Marne. Confrontés à des difficultés économiques croissantes, la direction a sollicité cette procédure pour préserver, dit-elle, l'activité et les emplois, selon les informations données dans un communiqué de presse. Le redressement judiciaire permet d'ouvrir une période d'observation offrant un cadre pour redéfinir une stratégie de relance. Ce vendredi, la commune d'Urville-Bienville a inauguré sa brigade de gendarmerie provisoire. Déjà en service depuis 3 mois, elle est en charge de la surveillance de 6 communes, Urville-Bienville ou encore Chevillon et Chamouillet. Installée provisoirement dans l'ancienne mairie de Bienville, la brigade devrait ensuite prendre place dans un bâtiment neuf. Paul de Watine était sur place. Fait rarissime en Haute-Marne, pour la première fois depuis plusieurs années, une brigade de gendarmerie a été créée sur le territoire. Ce dispositif découle de l'engagement pris en 2022 par le président de la République de créer 200 nouvelles brigades de gendarmerie. La commune d'Urville-Bienville a candidaté et a été retenue pour plusieurs raisons. On est sur l'axe Joinville-Saint-Dizier, une commune qui est constituée de 2000 habitants et qui dispose d'un accès direct, la RD 520. Et je pense qu'on était plutôt bien situé pour accueillir cette brigade. C'est vraiment une grande chance pour le territoire qu'on ait cette brigade et que nos gendarmes sillonnent un peu plus qu'ils ne le faisaient auparavant, par faute de moyens bien évidemment. En service depuis le mois de septembre dernier, c'est la seule nouvelle brigade fixe installée en Haute-Marne. Pour accueillir les 10 nouveaux gendarmes, la mairie a rapidement dû leur trouver des locaux provisoires en attendant la création d'une caserne à l'entrée d'Urville.
En février, le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Marne m'a dit « Madame le maire, il ne nous faut pas un bureau mais plusieurs ». Donc là, c'était un vrai casse-tête, hein, il faut reconnaître. Et les seuls locaux que nous avions, c'était l'ancienne mairie. Sauf qu'ils étaient occupés par une association. Donc il était plus facile pour moi de les reloger dans un bâtiment que de trouver autre chose pour la gendarmerie. Donc ça s'est fait entre février et juillet. Nous avons des locaux qui sont très fonctionnels, mais qui sont situés au premier étage, et donc nous ne pouvons pas accueillir les personnes à mobilité réduite. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est que nous n'avons pas de logement pour les gendarmes à proximité. Dans une caserne, on essaie de loger les gendarmes dans la caserne, sur le lieu même de leur emploi, pour garantir des délais d'intervention plus rapides. Et enfin, s'agissant de la police judiciaire, nous n'avons pas encore de cellules pour héberger des gardes à vue lorsque c'est nécessaire. Le terrain pour la construction de la caserne a déjà été choisi. La gendarmerie espère pouvoir entamer les travaux d'ici fin 2025, début 2026. Et cette brigade est en charge de la commune de Chamouillé et non pas Chevillon. La maison départementale des personnes handicapées de la Meuse a ouvert ses portes aux bénéficiaires pour une journée découverte de ses locaux ce mardi. Des conférences étaient organisées comme sur le thème du remplissage d'un dossier. Des associations étaient également présentes. Elles sont en lien avec la MDPH et jouent un rôle plus qu'important. Léo Martin était sur place. Une porte ouverte pour lever les tabous sur le handicap. À l'occasion de la Journée internationale du handicap, la Maison départementale des personnes handicapées de la Meuse a accueilli une 60aine de bénéficiaires dans leurs locaux. Une occasion pour faire découvrir les missions de l'institution, mais aussi montrer la proximité de l'établissement avec ses bénéficiaires. Je souhaite vraiment que la MDPH soit humaine. L'idée, c'est bien d'humaniser au maximum nos relations. On a le même objectif, faire avancer les droits des personnes, leur permettre d'accéder à leurs droits et de faire avancer leur parcours, donc évidemment. Oui. Mais au-delà de ce rôle très institutionnel, finalement, l'idée, c'est que les associations soient le prolongement, finalement, de notre voix, de nos actions, pour pouvoir également diffuser l'information dans leur réseau et permettre aux personnes de venir plus facilement à nous lorsqu'elles en ont besoin. Chaque personne en situation de handicap soit entendue par la CDAPH. Donc non seulement vous pouvez être entendu, mais vous devez être entendu si vous en formulez le souhait. Les associations en lien avec la MDPH ont pu prendre la parole tout au long de la journée sur plusieurs thématiques. Ce service national compte 17 000 bénéficiaires sur le territoire meusien, dont 2 000 enfants. L'idée, c'est d'apporter un maximum d'informations dans différents domaines. Actuellement, donc, on a une présentation sur la communication alternative, on a eu une présentation sur ce qu'était un ESAT, on aura tout à l'heure une présentation sur ce qu'est l'habitat inclusif, on a eu des présentations dans le champ plutôt enfance, dans le champ de la maladie mentale. L'idée, c'est de proposer un panel le plus large possible, avec l'idée de toucher un public le plus large possible. Pour les associations, c'était une journée importante pour mettre en avant le travail qu'ils font avec la MDPH. C'est très important de pouvoir montrer qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place facilement et qu'on peut découvrir comment communiquer avec son enfant ou avec son proche. Ce que j'ai aimé dans cette journée, c'est la place de Charlotte au sein de toute la journée, en fait, qui n'a pas été la petite enfant handicapée qu'on met dans un placard ou non. Elle a vraiment pris sa place à elle, celle qu'elle a voulu prendre, pas celle que j'ai voulu au départ. Donc c'est ça qui est génial. Et puis c'est surtout l'aboutissement d'un an de travail. Le but, c'est de se faire connaître et puis que les parents, parce que c'est toujours la communication qui est compliquée, c'est de se dire mais on vous connaît pas, et pourtant on essaye d'en parler autour de nous. Son but, c'est par rapport aux familles qui ont des enfants en situation de handicap, en fait, c'est de les soutenir, c'est du répit, et c'est permettre aussi aux fratries de vivre des choses ensemble en famille. L'année prochaine, une nouvelle journée porte ouverte sera organisée par la MDPH de la Meuse avec de nombreuses conférences. Ce mercredi, la ville de Chaumont a planté le dernier arbre de sa campagne de plantation. Depuis près d'un mois, les équipes du service patrimoine arboré parcourent les espaces verts pour installer un maximum d'arbres. Au total, 72 ont été installés cette année. 2024 a été l'année verte pour Chaumont. Célia Richard nous explique le but de ces campagnes végétales. Cet arbre est le dernier planté à Chaumont en 2024. Comme 70 autres arbres avant lui, il vient s'inscrire dans une campagne de plantation d'arbres organisée par la municipalité.
Une volonté de faire de Chaumont une ville verte malgré sa minéralité. On a voulu cette cérémonie symbolique, c'est William, on l'a baptisé, le 72e arbre planté cette année. Puisque la ville de Chaumont, vous le savez, a une politique pour favoriser la biodiversité, pour favoriser la verdure dans la ville. Et dans cette politique, la place de l'arbre, bien sûr, est importante. Pendant un mois, les équipes ont planté différentes espèces d'arbres à travers la ville, comme des cèdres, des chênes ou encore des féviers d'Amérique. Un budget de 20 000 €, soit un peu plus de 275 € par arbre. Chaque arbuste vient d'une pépinière localisée dans l'Ain. Le choix des arbres se fait suivant plusieurs critères. Il y a des critères écologiques, des critères esthétiques, des critères aussi d'environnement, de contraintes. On est en milieu urbain. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui nous font décider par rapport au choix des arbres. Pour planter un arbre correctement, tout d'abord, il faut bien choisir sa station. Une fois que la station a été déterminée, on va procéder à ce qu'on appelle une fosse de plantation, c'est-à-dire creuser un trou dans le sol. Alors ça paraît bête comme ça, mais c'est une importance. On va préparer cette fosse un mois avant la plantation, histoire de sortir les matériaux. Et après, on va effectivement le positionner, le mettre droit et bien sûr le tutorer. Et là, comme on peut voir, l'arroser pour plomber. Plomber, donc ça veut dire bien asseoir la terre et bien stabiliser la motte. Ce matin, c'est un énorme Humus Levis qui est mis en terre. Un clin d'œil à une époque révolue où le Grand Est était parsemé de ces arbres. Cette essence, plus rare aujourd'hui, a été attaquée par la maladie de la graphiose. À force, elle y est plus résistante. Une autre période de plantation est prévue l'année prochaine. Le résultat de cette campagne devrait être visible d'ici 2 à 3 ans. Ce soir, je vous propose de découvrir notre territoire d'une autre manière grâce au travail d'un photographe passionné. Pascal Bourguignon est avec nous pour nous faire découvrir les villages autour du lac du Der, mais cette fois-ci vue du ciel. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors vous avez réalisé une exposition. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire de ces villages, mais vue du ciel ? En fait, au départ de la création du lac du Der, il y a quand même eu 3 villages, si on peut dire, rayés de la carte. Et donc, il me semblait intéressant de repartir sur cette base-là et de montrer les villages qui sont à proximité immédiate du lac du Der. Et du coup, avec une vision aérienne, parce que ça permet de les resituer et de prendre en photo le village avec en arrière-plan le lac qui n'était pas là à l'époque. Alors justement, vous le dites, ces villages, ils sont à proximité, mais qu'est-ce qu'ils racontent par rapport aux villages qui ont disparu ? Ils sont témoins de quoi finalement, ces villages ? Ils sont témoins de ce qui se passait avant, hein. C'était du bocage, il n'y avait pas tous les oiseaux qu'on connaît maintenant, donc ils ont leur propre histoire. Évidemment, ils vont pas remplacer ni raconter ceux qui ont disparu, mais ils sont comme à l'époque, comme ils étaient avant la création du lac en fait. Vous les avez choisis, vous avez fait un petit peu au compte-gouttes, parce que c'est des photos faites en paramoteur, du coup, pour expliquer un petit peu. C'est ça, donc moi j'ai voulu prendre ceux qui étaient à proximité, le plus proche, donc voilà, je me suis fixé une distance, et puis évidemment il n'y a pas tous les villages, alors certaines personnes me disent « Ah mais mon village il n'y est pas », etc. J'ai voulu prendre vraiment les plus proches à proximité immédiate. Alors, proximité immédiate, vous l'avez fait dans le cadre des 50 ans du lac du Der, puisque cette année, c'était les 50 ans du lac. Certaines photos, vous le disiez, on voit le lac en arrière-plan. Sur d'autres, elles sont en train de défiler, ces photos, on ne voit pas forcément le lac. Comment vous avez choisi vos angles de vue ? En fait, comme tout ce qui se passe en photo, c'est la lumière en fait qui va dicter mes choix. Moi, je préfère voler tôt le matin parce que c'est les conditions idéales pour faire des photos et pour voler. En fonction de cette orientation de lumière, effectivement, je pouvais ne pas avoir le lac en arrière-plan, mais comme la lumière est plus belle et qu'on voit mieux le village, parce qu'il y a aussi la disposition géographique, je veux dire, un village, si je le prends dans un sens, je ne pourrais pas l'avoir en entier, il va me manquer des maisons, donc voilà, je vais le prendre d'une certaine manière et choisir cette image-là plutôt qu'une autre. Pour obtenir cette exposition, notamment là je parle de celle des villages, pardon, vous en avez fait d'autres tout au long de l'année, vous faites combien de vols ? Comment ça se passe techniquement pour avoir ces photos ? Alors j'ai une assez grande autonomie pour faire mes photos aériennes, mais globalement je vais en faire un ou deux
pas plus. Donc je vais faire plusieurs vols pour chaque, pour vraiment optimiser la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors vous passez de village en village, c'est ça? Ça se passe comment? Vous avez un tracé? Oui, je me fais un tracé et puis effectivement je passe de village en village et je fais le tour du lac. Alors vous avez fait le tour du lac, donc on le disait en paramoteur. Ça se passe comment? Vous avez votre appareil photo dans la main. Décrivez-nous un petit peu comment ça se passe dans le ciel justement. Oui, donc je décolle, en fait j'ai un sac photo que j'ai fabriqué exprès parce que j'ai pas beaucoup de place en fait, hein, j'ai vraiment très peu de place. Donc j'ai 2 appareils photo, un avec un téléobjectif, un avec un grand angle, et en fonction de l'altitude à laquelle je suis et de ce que je veux cadrer dans mon image, je prends l'un ou l'autre. Donc c'est vraiment, je suis assis dans une chaise et je prends l'appareil dont j'ai besoin, tout en vérifiant quand même les réglages du vol pour pas laisser de hasard. Alors justement, donc on le disait, il y a ces villages, il y a d'autres expositions que vous avez faites. Quelles sont, si on peut les citer rapidement, qui se sont tenues cet été? Oui, donc il y avait plusieurs thèmes. On a pris donc les photos esthétiques du lac du Der. J'avais aussi une partie complètement abstraite. J'adore les photos abstraites vues du ciel parce qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir au sol. Et puis une partie aussi oiseaux, puisque c'est quand même aussi la grande spécificité du lac du Der avec tous ces oiseaux. Alors vous venez de dire qu'effectivement, vu du ciel, on voit certaines choses qu'on ne voit pas au sol. Par exemple, quelles sont-elles sur les photos des villages? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, disons que sur les villages, on comprend tout de suite l'organisation du village, comment il est organisé. C'est vraiment une vue d'ensemble qu'on ne peut pas avoir du sol, c'est pas possible. On rentre par une route, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Alors que là, tout de suite, on a une vue globale. Et est-ce qu'ils se ressemblent peut-être, ces villages, et ils ont des points communs? Oui, c'est quand même des villages qui sont relativement anciens. Après, voilà, sur ce qu'on peut voir en aérien, c'est pas forcément sur des villages, ça va être sur des plans d'eau, des choses comme ça, des choses vraiment très graphiques qui vont attirer mon œil en fait. Alors justement, j'ai envie de dire, vous attirez votre œil parce que vous êtes un peu l'œil du lac du Der finalement. Quand on parle de vous, les gens nous disent c'est le photographe du lac. Est-ce que pour vous, le lac du Der, vous le photographiez depuis combien de temps? C'est votre lieu d'inspiration? Mais en fait, voilà, moi je suis originaire de Saint-Dizier et j'ai commencé à faire des photos, pour vous dire, de hérons cendrés sur le lac du Der quand j'avais 15 ans. D'accord. Donc voilà, depuis 15 ans, je fais des photos autour du lac. Alors, c'est sûr, ma passion et le vol est arrivé plus tard. Ça fait une quinzaine d'années que je vole en autonomie sur le lac du Der, mais c'est à chaque fois un plaisir renouvelé. Est-ce que pour vous, c'est un lieu d'inspiration en tant que tel? On peut y faire toutes les photos qu'on veut. Je pense que dans 10 ans, vous serez encore en train de voler au-dessus du lac. C'est exactement ça. En fait, il y a une grande diversité. On ne fait jamais 2 fois le même vol. Je vole aussi en Bretagne, mais à part la marée haute, la marée basse, c'est souvent la même chose. Alors que là, il y a de la brume, il y a l'eau qui peut être haute ou basse, l'automne, le printemps. Je ne fais jamais 2 fois le même vol, c'est sûr. Mais écoutez, on va voler avec vous, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de cette exposition. Elle reste jusqu'à quand à Vitry? Jusqu'à la fin d'année. Jusqu'à la fin de l'année, elles sont donc à découvrir. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.